La semaine de la pop philosophie saison 15 présente Liberté, équité, solidarité. Une approche philosophique, sociologique, artistique, littéraire et pop à la fois. Du libre arbitre à l'éloge de l'inégalité, de la liberté du saumon au nouveau visage de la censure. Je suis auteur, traducteur et éditeur au sein des éditions Wild Project, maison d'édition qui est basée à Marseille et qui fête ses 15 ans cette année. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai proposé d'intervenir ce soir pour l'anniversaire des éditions Wild Project. Et donc j'ai été au courant que le thème était la liberté. Et je me suis demandé ce que je pourrais bien venir vous raconter en lien avec la liberté reliée au catalogue des éditions Wild Project, qui est une maison d'édition spécialisée en écologie. Et je me suis dit que la question de la liberté chez les saumons, par exemple, pouvait peut-être être une manière assez pop de discuter ensemble de ce que l'écologie nous raconte sur la liberté. Alors en préambule, et c'est la chose la plus importante probablement que j'ai à dire ce soir, je ne suis absolument pas expert du saumon. Et c'est bien pour ça que je suis là, parce qu'on m'a dit que c'était de la pop philosophie, donc je vais essayer de tenir la règle. Je ne suis pas du tout spécialiste du saumon, donc il y a même peut-être dans cette salle des gens qui s'y connaissent bien plus que moi sur les saumons. Par contre, les saumons, ça m'inspire, ça me fait réfléchir, et puis je trouve que les saumons, ils ont des choses à nous dire aussi, si on se met à leur échelle et qu'on essaye de les écouter. Et donc, aussi, bah voilà, comme c'est de la pop philosophie, je ne me suis pas embarrassé de beaucoup d'académisme, ni vous allez voir, donc les téléphones peuvent sonner, hein, c'est pop, il n'y a pas de problème, si vous non mais aucun problème. N'éteignez surtout pas vos téléphones, il n'y a pas de souci, on est entre nous. Et non voilà, donc justement moi j'avais envie ce soir que ce soit quelque chose d'assez informel, de plutôt léger, de justement libre aussi, parce qu'il me semble que quitte à parler de liberté, autant être aussi un peu libre dans les manières qu'on a d'en parler. Et donc vous allez voir que je vais aborder la question de la liberté chez les saumons de pas mal de manières différentes, et donc d'une certaine manière, je vous invite avec moi à un petit voyage en compagnie des saumons, une petite immersion qui va nous emmener à la fois dans des courants chauds et des courants froids, qui va nous amener à descendre dans les profondeurs et à remonter vers les sources. Je n'ai pas trop de meilleures métaphores, mais bref, on plonge déjà un peu, on explore nos devenirs saumons. Et la première chose que je voulais faire pour commencer, donc je suis venu avec quelques petites amulettes, des livres, qui vont m'aider à réfléchir à cette question avec vous. Et donc, pour commencer, je voulais vous lire un petit texte. C'est important dans toute cette histoire. Je suis né et j'ai grandi dans le Cotentin, sur les côtes de la Manche, non loin du Mont-Saint-Michel. Et je me suis beaucoup intéressé ces dernières années aux bassins versants, donc aux fleuves et leurs affluents, et aux imaginaires politiques qu'on pouvait essayer de penser depuis ces bassins versants. Tout ça m'a amené à faire pas mal de choses, je ne rentre pas dans le détail, hein, on va se concentrer sur les saumons un petit peu. Mais notamment, ce que j'ai fait l'année dernière, c'est qu'avec 2 amis photographes, on a arpenté en vélo et en kayak mon bassin versant natal, un petit fleuve côtier de 90 km qui s'appelle la Sienne, et qui se jette sur la côte ouest du Cotentin, donc pas loin du Mont-Saint-Michel. Et dans le cadre de cette résidence, on a fait un livre et une exposition itinérante. Et un des textes de ce livre, quand je l'ai écrit, je ne savais pas que je viendrais là parler de la liberté chez les saumons, mais vous allez voir, un des textes de ce livre fait une belle introduction à ce que j'ai à vous raconter ce soir. Ce petit texte s'appelle « Boucler la boucle ». Après 2 années dans les mers froides du Groenland, la voilà revenue au large du havre de Regnéville. Le soleil humide de septembre habille, comme chaque année depuis des siècles, les îles anglo-normandes. En 2 ans, tout en elle a changé. Elle, qui était partie encore adolescente, revient belle et fière de son périple, prête à donner la vie. Comme tous les saumons atlantiques, elle a profité des eaux glacées et poissonneuses du Grand Nord pour opérer une complète métamorphose. Du saumono de 15 cm à peine, qui avait quitté les côtes de la Manche, il ne reste plus grand-chose, si ce n'est le souvenir précis d'une odeur, inscrite au plus profond de sa mémoire. Le vif argenté de ses écailles, toujours tacheté de noir, s'étend maintenant sur plus de 70 cm. 6 kilos de chair musclée en approche de l'eau douce. Comme ses congénères, elle fera tout pour revenir à l'endroit précis qui l'a vu naître.
Là est son destin. Déposer ses œufs par milliers dans les gravières de l'Héroux, l'un des principaux affluents de la Sienne. Elle fait partie des rares individus, 2% à peine, qui réussissent encore à revenir d'où ils viennent. Les chiffres sont en chute libre. Surpêche, déforestation, pollution, tout concourt de nos jours à briser cette grande boucle millénaire. Cette saumone est là pourtant, profitant de la marée montante, comme d'autres, pour rejoindre le fond du Havre. En quelques jours, au gré des seuils qui la ralentissent, elle atteint la petite commune de Vers, juste avant Gavray, et remonte l'Héroux depuis la confluence. Dans les eaux fraîches et riches en oxygène de la vallée boisée, qui grimpe vers le sud jusqu'à Beauchamp, elle retrouve le parfum unique du courant de son enfance. Cela fait plusieurs semaines qu'elle a complètement cessé de se nourrir, et déjà, on sent qu'elle perd sa livrée argentée au profit d'un brun légèrement bronzé. Elle se loge alors jusqu'au début de l'automne dans les fosses de la rivière, profite du fond vaseux pour se tapir. Après avoir retrouvé son cours d'eau d'origine, grâce au champ magnétique terrestre, elle met maintenant son instinct de retour en suspens. Quelque temps, attend patiemment que chutent les températures. Un jour d'octobre, finit l'attente. Sans qu'on sache bien comment ni pourquoi, elle sent que c'est le moment. Elle remonte à nouveau jusqu'aux frayères qui l'ont vu naître, lit de gravier pur, près des sources, en eau vive et peu profonde. À Roufigny, elle passe même sous l'autoroute, sans qu'aucun humain filant sur le bitume ne songe un instant au cycle planétaire qui se joue à contre-courant. Un matin de novembre, alors que l'eau frise les 6 degrés, la voilà qui se met à explorer les gravières. C'est là qu'elle trouvera le bon mâle, celui qu'elle autorisera à féconder ses œufs par milliers. Une fois le couple formé, c'est à l'odeur que la saumone retrouve l'endroit exact, précision inouïe d'un parfum gravé en elle. Tout autour de la zone, utilisant sa nageoire caudale comme une pagaie, elle creuse pendant plusieurs jours des trous d'1 mètre sur une vingtaine de centimètres de profondeur, où elle déposera par grappes des milliers d'œufs que le mâle rouge fécondera de sa laitance. Au printemps, vers le mois de mai, les œufs éclosent. Les alevins de 5 ou 6 centimètres redescendent un peu vers l'aval, rejoignant des eaux peu profondes à courant modéré. Leurs parents, affaiblis, dépérissent et meurent, leur décomposition libérant des quantités importantes de nutriments qui enrichissent la rivière et ses alentours, ramenant la vitalité poissonneuse de l'Atlantique dans les sous-bois du Cotentin. Pendant 2 à 5 ans, ces bébés saumons vivront dans la rivière, avant d'entreprendre au mois de mai ou juin leur première migration en eau salée. Comme notre saumone du début, ils mesurent alors une quinzaine de centimètres quand ils rejoignent la mer et se dirigent vers les eaux glacées du Grand Nord. 2 ou 3 ans plus tard, quelques-uns seulement, adultes charnus, reviendront pour boucler une fois encore ce cycle immémorial qui relie le bassin versant de la Sienne au Groenland. Bon, par ce texte, je vous ai à peu près livré tout ce que je sais sur les saumons. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus. Je rigole. Une chose qui est importante dans tout ça, c'est que, par exemple, il n'y a pas de saumon dans le Rhône, il n'y a pas de saumon à Marseille. Les saumons, ils sont principalement dans l'Atlantique Nord et le Pacifique Nord. On peut même dire ils étaient, parce qu'ils étaient présents et présents par millions, mais leurs populations sont vraiment en chute libre. Et on en trouve également en Sibérie et du côté du Danube, mais ce sont vraiment des poissons migrateurs qui aiment les eaux du Nord. Donc aujourd'hui, leurs populations sont vraiment en déclin fort. Donc déjà, une des choses ce soir, c'est de leur rendre hommage, de passer 1 heure quand même à penser à elles et à eux, une espèce qui est de plus en plus en voie d'extinction et qui pourtant est une espèce magnifique et millénaire. Et une espèce aussi qui a beaucoup fasciné les êtres humains depuis longtemps, notamment pour ses capacités d'orientation. C'est ce que j'ai dit un petit peu dans mon texte, mais les saumons arrivent à partir à l'autre bout de la planète et à revenir à l'endroit exact où ils et elles sont nés, en s'orientant grâce au champ magnétique terrestre. Et ça aussi, c'est quelque chose en termes de capacité à voyager et donc d'une certaine manière de liberté qui forcément, nous petits humains, nous questionne. Une autre chose qui est fondamentale dans tout ça, c'est que ce que j'ai raconté là dans ce texte, c'est la vie d'une saumone ou d'un saumon sauvage. Mais aujourd'hui, sur Terre, la grande majorité des saumons, ils ne sont pas sauvages. C'est des saumons d'élevage. Aujourd'hui, en France, près de 70% du saumon que nous mangeons, qui est consommé, provient de fermes piscicoles norvégiennes.
la France importe environ 120 000 à 130 000 tonnes de saumon tous les ans, et 70% viennent de Norvège. Et puisqu'on parle de liberté, ça me paraissait aussi important de faire cette petite précision en préambule. La vie des saumons d'élevage, c'est vraiment une vie d'esclave. Les saumons d'élevage, c'est seul, il n'y a que la logique économique qui compte. On modifie même leurs organismes pour qu'il n'y ait que des femelles stériles, parce que c'est elles qui grandissent le plus vite. Et environ 25% des saumons d'élevage meurent avant d'avoir atteint l'âge adulte. Je rentre dans des trucs pas rigolos, mais c'est ça la réalité si on veut penser la liberté pour une espèce, c'est important de regarder depuis toutes les perspectives. Et notamment pour les saumons d'élevage, la surpopulation, parce qu'on met quand même entre 50 et 100 kg de poissons par mètre carré, ce qui est énorme, enfin, c'est vraiment des cellules de prison, quoi, engendre stress, maladies, blessures, des tas de cas de cannibalisme, beaucoup d'infestations, il y a des tas de maladies, de parasites qui se développent. Je ne rentre pas dans les détails, mais exactement dans le même temps, de récentes études ont montré que les poissons ressentent la douleur, et ce d'une manière très similaire à la nôtre. D'autres études ont aussi montré qu'ils étaient dotés d'une véritable vie intérieure, qui sont capables de ressentir des émotions, de mémoriser des expériences, ou encore d'élaborer des comportements stratégiques. Donc si ces poissons sont capables d'avoir des émotions qui sont à peu près analogues aux nôtres, cela pose quand même un peu question de les faire vivre dans de telles conditions. Tout ça m'amène donc à essayer d'utiliser le saumon comme un prétexte, de faire appel à lui, pour parler avec vous des liens qui peuvent se tisser entre liberté et écologie. Qu'est-ce que l'écologie nous raconte sur la liberté? Pour ça, je vais faire appel à 3 personnes, 3 figures tutélaires, qui vont me permettre de parler à la fois de liberté écocentrée, c'est-à-dire de parler de liberté pas uniquement du point de vue des humains, mais du point de vue de tous les vivants, qui vont me permettre aussi de parler de liberté au-delà de l'humain, est-ce qu'il n'y a que les humains qui sont libres, et qui vont me permettre enfin de parler de liberté dans l'interdépendance. Est-ce qu'on peut être libre en étant interdépendant, ou est-ce qu'il faut vraiment être indépendant pour être libre? La première personne à laquelle je voudrais faire appel, donc c'est le moment où je commence à sortir mes livres de Wild Project, vous allez voir. La première personne à laquelle je voudrais faire appel, si le livre veut bien tenir, mais sinon c'est pas très grave, je vais faire comme ça, c'est Imanishi Kinji. Imanishi Kinji est un des grands primatologues japonais du début du XXe siècle, et je ne rentre pas dans les détails, mais c'est l'inventeur de la primatologie empathique. C'est le premier primatologue à avoir vraiment travaillé sur les cultures animales, et tout ce qu'on raconte aujourd'hui sur les singes et leur capacité d'empathie vient en bonne partie de la part de ce monsieur, qui, en 1940, au moment de la Seconde Guerre mondiale, a écrit un livre qui s'appelle Le monde des êtres vivants, où il a noté dans un carnet, donc c'était à la fin des années 30, et le livre est sorti en 1940, il a noté dans un cahier, avant de partir à la guerre, tout ce que lui considérait sur la vie du monde des êtres vivants depuis ses perspectives de primatologue. Je vais donc vous lire un petit extrait d'Imanishi. 1940. Notre monde est constitué d'une grande variété de choses. On peut le concevoir comme une famille, composée de différents membres. L'association de ces membres n'est pas fantaisiste. Chacun occupe une position précise et joue un rôle déterminé dans la constitution, le maintien et le développement de cette famille. Si l'on ne cherche ainsi dans ce monde que des différences, tout nous paraîtra différent. Mais n'est-il pas réjouissant de savoir que rien n'est complètement isolé et que rien n'est absolument identique? Si rien ne se ressemblait et que tout était singulier, il n'y aurait sans doute pas de structure, ou s'il y en avait une, on ne pourrait probablement pas l'identifier. Plus encore, si tout était différent de tout, l'idée même de différence n'aurait pas de sens. La différence n'a de sens que si la ressemblance existe. On ne voit ce qui se ressemble que parce qu'il y a des différences, et inversement. Il est toujours difficile de parler des êtres humains. C'est compliqué et ça mène souvent à des problèmes. Tandis que les autres êtres vivants, c'est plus gai, sans détour, et ça correspond mieux à mon tempérament. La question est de savoir si ce que j'ai écrit jusqu'à maintenant s'applique ou pas à tous les êtres vivants. Comme nous, ils sont nés dans ce monde et se sont développés en même temps que lui. Et s'ils peuvent eux aussi, d'une façon ou d'une autre, faire des distinctions entre les éléments qui composent ce monde, leur capacité à reconnaître les choses ne doit donc pas être tellement différente de la nôtre. J'utilise délibérément le terme instinct aussi pour nous autres les humains,
parce que j'estime que nous sommes fondamentalement une espèce d'être vivant. Je ne fais par là qu'envisager le phénomène humain d'un point de vue biologique, plutôt que d'un point de vue humaniste. Cela ne relègue en rien l'humain au niveau de l'animal, pas plus que cela n'élève l'animal au niveau humain. Cela nous permet simplement de discuter des deux à partir d'une base commune et dans les mêmes termes. Il y a probablement des millions d'espèces biologiques dans notre monde. Cependant, pourquoi vivent-elles chacune dans des zones géographiques relativement définies et ne sont-elles pas dispersées un peu partout? Si la surface de la Terre était en tout lieu identique, et s'il n'y avait par exemple qu'une seule espèce d'être vivant avec une puissante capacité de reproduction, cette espèce unique serait certainement répartie un peu partout de façon égale sur le globe. Mais la surface de la Terre n'est pas du tout uniforme. La répartition de l'eau n'est pas égale. En certains endroits, il y a des montagnes, et en d'autres, il n'y en a pas. De plus, la chaleur radiante du Soleil, source d'énergie de toute vie, n'est pas du tout distribuée de façon égale sur la planète. Notre monde est donc fondamentalement inégal. Et cette inégalité est comme une caractéristique prédestinée de notre monde. Mais la Terre a les moyens d'atténuer ces inégalités. En été, il y a une plus grande distribution de chaleur sur les pôles qu'à l'équateur. Des vents et des courants viennent modérer les températures. La vapeur d'eau, portée par les vents, donne des pluies sur les continents, et les accidents de terrain sont nivelés sous l'action du vent et de l'eau. Tout cela ne supprime pas les inégalités, et le monde ne sera jamais uniforme. Mais c'est précisément grâce à cette irrégularité qu'une grande variété d'êtres vivants peut prospérer sur cette terre. La question est alors de savoir comment les organismes intègrent ces inégalités dans leur vie. Merci à Monsieur Imanishi. La deuxième personne que je voudrais invoquer, vous voyez, j'y connais vraiment rien, du coup je m'appuie sur des gens qui ont écrit des trucs, et comme ça, c'est beaucoup plus facile. Et si je vous donne le conseil, si jamais vous avez besoin de parler devant des gens, vous faites ça, ça marche très bien. La deuxième personne, c'est Murray Bookchin. Murray Bookchin, ce livre-là, c'est un des livres que j'ai traduit, une anthologie que j'ai composée. C'est un monsieur qui m'a beaucoup marqué, parce que dès les années 50-60, il a théorisé ce qu'il a appelé lui-même l'écologie sociale, et l'idée qu'il n'y aurait aucune transformation écologique dans notre société sans une profonde transformation sociale. Dès les années 50-60, il nous expliquait que les idées de développement durable ou de transition étaient probablement difficiles à croire, qu'il y avait des inégalités structurelles et des hiérarchies dans notre monde, et que c'est parce qu'il y avait ces inégalités et ces hiérarchies que nous étions organisés de cette manière-là, et que donc nous détruisions les écosystèmes. Il a écrit plein de livres, mais parmi les choses qu'il a écrites, il a notamment en 1990 essayé de réfléchir à la question de la liberté dans la nature, de son point de vue à lui, éco-anarchiste. Et il nous dit: « Je souhaite avancer l'idée que l'évolution des êtres vivants n'est pas simplement un processus passif, le pur produit de conjonctures exclusivement liées au hasard, entre des changements génétiques aléatoires et de prétendues forces environnementales sélectives. L'augmentation de la diversité dans la biosphère ouvre de nouveaux chemins évolutionnaires, et par conséquent, des directions évolutionnaires alternatives dans lesquelles les espèces jouent un rôle actif pour leur propre survie et leur propre changement. Aussi naissant soit-il, le choix n'est pas totalement absent de l'évolution biotique. À vrai dire, il augmente à mesure que les espèces deviennent plus complexes structurellement, physiologiquement et par-dessus tout neurologiquement. À mesure que les contextes écologiques à l'intérieur desquels les espèces évoluent et que les communautés et les interactions qu'elles forment deviennent plus complexes, cela ouvre de nouvelles pistes d'évolution et une plus grande capacité des formes de vie à agir de façon autosélective, formant ainsi les bases d'une sorte de choix. À ce titre, les espèces, ainsi que les éco-communautés dans lesquelles elles interagissent, sont de façon croissante les véritables forces libres qui comptent à l'intérieur de l'évolution prise comme un tout. La puissance de l'écologie sociale tient donc dans l'association qu'elle établit entre société et écologie, en comprenant que le social est au moins potentiellement une réalisation de la dimension latente de la liberté dans la nature, et que l'écologie est un principe d'organisation majeure du développement social. En bref, l'écologie sociale pose les lignes directrices d'une société écologique. Tout comme l'esprit avec son histoire naturelle, la vie sociale émerge de communautés animales, plus ou moins reliées, jusqu'à former les communautés humaines hautement institutionnalisées. Je
fais quand même un peu de philo, hein, parce que c'est pop, mais c'est quand même écrit philosophie dans le titre. La troisième personne que je voudrais invoquer pour parler de liberté, c'est Lynn Margulis. Lynn Margulis, c'est une des grandes biologistes du XXe siècle, biologiste états-unienne, qui, à partir de l'étude de notre microbiote intestinal, la manière dont vit la vie dans notre estomac et nos intestins, a réussi à montrer que partout sur la planète depuis 4 milliards d'années, les êtres vivants évoluent par symbiose. C'est en se mélangeant les uns les unes les autres que les vivants évoluent. Je voudrais donc vous lire un petit extrait de ce que nous raconte Lynn Margulis, parce que nous qui avons grandi dans une société qui nous fait croire que l'évolution et la liberté sont liées à la survie du plus apte ou du plus fort et à la compétition, peut-être qu'on pourrait prendre le problème par un autre bout. Elle écrivait donc en 1987. Quand les hommes scrutent la vie sur Terre, il leur est aisé de penser qu'ils en sont les souverains. La puissance de leur conscience, de leur société et de leurs inventions techniques leur a fait croire qu'ils constituent la forme de vie la plus avancée sur la planète. Même la profonde obscurité des cieux qu'ils contemplent ne les pousse pas à l'humilité. Ils considèrent l'espace comme un territoire à aborder et à conquérir de la même manière qu'ils ont conquis la Terre. Traditionnellement, la vie sur Terre a été étudiée en tant que prologue à l'homme. Des formes de vie inférieures, dénuées d'intelligence, l'ont précédé et maintenant, il se tient au point culminant de l'évolution. De fait, les hommes se prennent tellement pour des dieux qu'ils pensent parfois prendre en main l'évolution en manipulant l'ADN, le grand ressort de la vie selon leur dessein. Ils étudient le microcosme, le monde archaïque des micro-organismes, pour découvrir les mécanismes secrets de la vie afin de mieux en être les maîtres, et peut-être même de se perfectionner eux-mêmes et les autres vivants de la planète. Mais au cours des 2 dernières décennies, une révolution s'est accomplie dans les sciences de la vie. Les témoignages fossiles de vie microbienne primitive, le décodage de l'ADN et des découvertes sur la composition des cellules humaines ont fait exploser les idées reçues concernant l'origine de la vie et la dynamique de l'évolution sur Terre. Tout d'abord, ces découvertes ont montré quelle folie c'était de considérer l'homme comme une espèce spéciale, à part et souveraine. Le microscope a progressivement révélé l'immensité du microcosme, et il donne maintenant une vue saisissante de la véritable place de l'homme dans la nature. Il apparaît maintenant que les microbes, que l'on appelle aussi micro-organismes, germes, protozoaires et bactéries selon le contexte, non seulement constituent le jeu de la construction de la vie, mais aussi sont présents dans toutes les structures vivantes de la planète, auxquelles ils sont indispensables. De la paramécie jusqu'à la race humaine, toutes les formes de vie sont des agrégats méticuleusement organisés et élaborés à partir de formes de vie microbiennes en évolution. Loin de laisser les micro-organismes derrière, entre guillemets, sur l'échelle de l'évolution, les hommes sont à la fois entourés par eux et composés d'eux. Ayant survécu sans discontinuité depuis le commencement de la vie, tous les organismes d'aujourd'hui sont également évolués. Deuxièmement, la vision de l'évolution comme une sanglante et permanente compétition entre individus et espèces, distorsion fréquente de la notion darwinienne de survie du plus apte, se dissout au profit d'une vision nouvelle de coopération continuelle, d'interaction forte et de dépendance mutuelle entre toutes les formes de vie. La vie n'a pas conquis la planète par la force et le combat. Non, elle y a tressé son réseau. Les formes de vie se sont multipliées et complexifiées en cooptant d'autres, et non en se contentant de les tuer. Je m'arrête là pour ce qui est de la liberté d'un point de vue de l'écologie, et je vais essayer de prendre maintenant le problème par encore un autre bout, qui est celui de la question des migrations. J'ai lu au tout début dans mon texte, enfin je l'ai dit du coup, que les saumons étaient une espèce migratrice qui faisait une grande boucle de plusieurs milliers de kilomètres. Et est-ce que cette manière de migrer, cette manière de voyager, peut nous faire réfléchir à ce que c'est que la liberté? Donc très rapidement, donc, pour quand même parler un tout petit peu du saumon, puisque c'est une espèce migratrice, le saumon, sa condition, son identité, c'est de se déplacer sur des milliers de kilomètres, et puis de revenir là où il ou elle est né. C'est ça son identité. Et si on empêche ça, d'une manière ou d'une autre, alors est-ce qu'on ne le prive pas de sa liberté? Est-ce qu'on ne le prive pas de sa possibilité à être ce qu'il est
lui-même, le saumon ou la saumone, librement, en tant qu'espèce. On voit bien à la fois que cette manière qu'ont les saumons de voyager, de remonter vers les eaux glacées qui viennent du Pacifique ou qui viennent de l'Atlantique, c'est pris dans un cycle qui est prédéterminé. C'est un cycle qui se poursuit de génération en génération depuis des millénaires. Donc en ça, on pourrait avoir tendance à penser que c'est quelque chose qui est déterminé, qui n'est pas libre, certes. Mais dans le même temps, cette capacité depuis des millénaires à faire ces milliers de kilomètres, génération après génération, à aller au bout du monde et à revenir à l'endroit où on est né, si ça c'est pas de la liberté, je ne sais pas ce que c'est, moi personnellement. En tout cas, ça me questionne. Comme on est dans un muséum d'histoire naturelle, j'avais aussi envie de donner la voix à un livre, mais du coup une série de livres qui m'ont beaucoup intéressé ces dernières années également, qui sont les manifestes du Muséum d'histoire naturelle de Paris, et notamment dont le deuxième volume traite des migrations. Et je vous en lis un bref extrait, ça permet de porter un peu la voix des naturalistes aussi sur ces questions de migration. Le petit paragraphe que je vais vous lire porte pour titre « Pas de vie sans déplacement ». La mobilité est indispensable au maintien de la vie sur Terre. C'est vrai pour le monde animal comme pour le monde végétal. En effet, animaux et végétaux migrent, développent des caractéristiques adaptées à leur nouveau milieu, puis se mêlent à de nouveaux arrivants. Ce mélange enrichit le patrimoine génétique du groupe de façon continue, assurant à la fois l'évolution et la pérennité des espèces. L'histoire de la lignée humaine, elle aussi, raconte l'histoire des migrations. Il y a environ 1,8 million d'années, les représentants du genre Homo migraient hors d'Afrique. Il y a 200 000 ans, Homo sapiens se répandait au Proche-Orient. Il y a 50 000 ans, il arrivait en Europe. Tous ces déplacements, humains et non humains, se produisent progressivement et sur le temps long, ou parfois rapidement et sur de longues distances. Les migrations permettent les échanges biologiques qui amplifient la diversité des populations. Mais les migrations permettent aussi des échanges culturels variés. Les bénéfices des migrations se conçoivent dans un équilibre entre stabilité et mobilité. De ce point de vue-là, j'avais donc envie d'utiliser les saumons, voilà, maintenant qu'on a essayé de comprendre un peu comment ils se déplacent, pour revenir vers nous, les humains, et réfléchir au lien qu'on entretient, nous, humains, entre liberté et nomadisme. Qu'est-ce que les saumons ont à nous dire sur nous-mêmes, pour formuler la chose un petit peu autrement? Comment est-ce qu'ils nous posent la question de ce qui est prédéterminé en nous, humaines et humains en tant qu'espèces, et de ce que c'est qu'être libre comme être humain? Et si on se dit que d'autres êtres que les humains peuvent être libres, est-ce qu'on en sort indemne? Est-ce que notre manière d'être libre, si les autres aussi ont le droit à la liberté, les autres qu'humains, est-ce que c'est pas toute notre définition même de ce que c'est que la liberté qui plonge avec les saumons? Comme ce festival s'appelle Pop Philosophie et que c'est un terme qui vient de Gilles Deleuze et de Félix Guattari, mais surtout de Deleuze, je me voyais mal ne pas invoquer leur voix à eux deux aussi. Sur ces questions de nomadisme, je voudrais donc vous lire un petit extrait de Mille plateaux, qui a été écrit par Deleuze et Guattari en 1980, et dont un chapitre s'appelle Traité de nomadologie, qui parle, vous allez voir, à peu près exactement de ça. D'un point de vue plutôt anthropocentré, mais avec des tas d'ouvertures qui justement nous permettent de réfléchir. Donc, petite pensée pour Gilles Deleuze dans la minute qui vient. Le nomade a un territoire. Il suit des trajets coutumiers. Il va d'un point à un autre et il n'ignore jamais les points. Point d'eau, point d'habitation, point d'assemblée, etc. Mais la question, c'est ce qui est principe ou seulement conséquence dans la vie nomade. En premier lieu, même si les points déterminent les trajets, ils sont strictement subordonnés aux trajets qu'ils déterminent, phrase pas facile, à l'inverse de ce qui se passe chez le sédentaire, phrase plus facile. Le point d'eau n'est là que pour être quitté, et tout point est un relais et n'existe que comme relais. Un trajet se fait toujours entre deux points, mais
l'entre-deux a ici pris toute la consistance et jouit d'une autonomie comme d'une direction propre. La vie du nomade est intermezzo. En second lieu, le trajet nomade a beau suivre des pistes ou des chemins coutumiers, il n'a pas la fonction du chemin sédentaire. Le chemin sédentaire, sa fonction, c'est de distribuer aux hommes un espace fermé, en assignant à chacun sa part et en réglant la communication des parts. Le trajet nomade fait le contraire. Il distribue les humains ou les bêtes dans un espace ouvert, indéfini, non communicant. Il y a donc en troisième lieu une grande différence d'espace. L'espace sédentaire est strié par des murs, des clôtures et des chemins entre les clôtures, tandis que l'espace nomade est lisse, seulement marqué par des traits qui s'effacent et qui se déplacent avec le trajet. Même les lamelles du désert glissent les unes sur les autres en produisant un son inimitable. Le nomade se distribue dans un espace lisse. Il occupe, il habite, il tient cet espace, et c'est là son principe territorial. Aussi est-il faux de définir le nomade par le mouvement. Toynbee a profondément raison de suggérer que le nomade est plutôt celui qui ne bouge pas. Alors que le migrant quitte un milieu devenu amorphe ou ingrat, le nomade est celui qui ne part pas, qui ne veut pas partir, qui s'accroche à cet espace lisse où la forêt recule, où la steppe et le désert croissent, et qui invente le nomadisme comme réponse à ce défi. Merci à Deleuze et Guattari. Je dis merci parce que moi ça me fait plaisir de les écouter en même temps que vous. Je continue à sillonner un peu à l'intérieur des livres, comme les saumons sillonnent dans diverses eaux, douces et salées, et ça fait une transition parfaite. Je suis venu avec un autre livre qui s'appelle Les Fables du Belon. Le Belon, c'est un petit fleuve côtier du sud de la Bretagne, sur lequel il y a eu un projet très intéressant qui s'appelle l'Atlas du Belon, qui était un projet de cartographie potentielle qui partait de la réalité mais qui imaginait plein d'autres choses et qui a donné lieu à l'écriture de plusieurs fables de la part d'un auteur qui s'appelle Alexis Fichet. Et dans la foulée de Deleuze et Guattari, je voulais vous lire une petite fable, parce qu'il me semble que faire de la philosophie, c'est aussi pouvoir fabuler. L'eau douce et l'eau de mer. Un jour, la rivière, pour un sujet sévère, invita l'eau de mer à remonter la berre. La mer monta, le long de la ria, si haut qu'elle chatouilla les pieds du pont qui rigola. « Vous êtes imbuvable et beaucoup trop salé. À peine remonté, déjà vous repartez, ce n'est plus tolérable. »« Vous me troublez beaucoup, répondit l'Atlantique. Vous avez peu de goût pour être si critique. »« Mon volume est immense, connecté au soleil, à la lune, chaque jour j'ensemence vos rives et plutôt 2 fois qu'une. Mon sel est l'ingrédient des joies et des alarmes, brouillé dans un peu d'eau, il fait couler les larmes. Ne débordez pas tant de vos rives boueuses, respectez mes élans, ne soyez pas boudeuse. » L'eau douce est remontée, et toujours pas d'accord. Sans s'en laisser compter, elle veut le corps à corps. Je suis bassin versant. 100 petits affluents se lient en conversant au sein de mon courant. Notre eau nourrit l'estuaire et le rend un peu jaune, et j'arrache à la terre ce qui nourrit la faune. Retirez-vous au large et laissez-moi tranquille. Arrêtez le marnage et soyez bonne fille. Cette lutte est amère et n'a pas de logique. La rivière et la mer ont toutes deux des reflets magiques. Il faut les deux ensemble pour faire la couleur glace, le bleu en breton. Et cela, il me semble, devrait briser la glace. Pourtant, aucune d'elles ne parvient à cesser la trop longue querelle des eaux douces ou salées. Alors, elles invitent un saumon à les départager. Grand, vif et voyageur, l'animal est âgé. Il a vu l'océan, remonter les torrents, il a goûté les eaux de plusieurs continents. Il saura dire enfin, tout renseignement pris, qui parmi ces deux eaux, avec ou sans le sel, mérite le respect ou alors le mépris, afin que cesse enfin la trop longue querelle. Le poisson s'est lancé, il nage entre deux eaux, il est tout disposé à démarrer l'enquête. Il ouvre ses branchies, glisse entre les roseaux, quand soudain, sous un pont, un barrage l'arrête. Un clapet à marée dont la porte ne tremble, verrouille la rivière aussi bien que la mer. En ce lieu, les humains ont mis une frontière qui sépare et exclut ceux qui vivaient ensemble. Le saumon est vexé, épuisé, impuissant.
Il reste un peu sur place, en nageant mollement, puis repart en silence, angoissé, sans fierté, privé de son espace et de sa liberté. Sur des millions d'années, la nature a fondé un monde de montagnes, d'océans ou de plaines, et ces volcans puissants que l'on entend gronder, et le vent et la pluie qui s'abattent sans haine. Les combats sont partout, érosion, submersion, qui forment la beauté d'une terre en action. Dans ce jeu de démons, les vivants se démènent pour inventer des formes, vivre où la vie les mène. L'humain était au cœur de ces grands mouvements, puis il a mis la main sur tout ce qui résiste. On l'a vu dominer très progressivement tout ce qui existait jusqu'au bas de la liste. Mais à la vérité, tous ces bouleversements sont aussi peu à nous que le grand firmament. Ce qu'on croit maîtriser nous domine en retour, ce qu'on a bousculé nous bouscule à son tour. Le geste de nageoire du saumon qu'on arrête pourrait nous revenir une fois multiplié sous la forme brutale d'une gifle à la tête, comme pour annoncer que la fête est pliée. Cette petite transition fabulée pour nous amener sur la côte ouest des États-Unis. Je vous ai lu un texte pour commencer qui parlait de la côte atlantique, mais les saumons sont aussi très présents dans le nord Pacifique. Je continue à faire des rimes tellement j'ai lu de fables, vous voyez. Et donc, sur la côte ouest des États-Unis, il se passe quelque chose de très intéressant depuis quelques années qu'on pourrait résumer sous la question « Et si les saumons pouvaient être des guides pour nous libérer ?» Ainsi donc, sur la côte ouest des États-Unis, où il y a des fleuves côtiers, des bassins versants qui sont depuis des millénaires remplis de saumons, des rivières tout à fait poissonneuses, plusieurs peuples amérindiens ont pris le saumon pour totem. Je voudrais donc prendre deux exemples parmi ces populations. Il y en a plein d'autres. Le peuple Klalam et le peuple Klamath, qui tous deux viennent de gagner une lutte de plus d'un siècle il y a quelques années. Les Klalam tout d'abord. Le peuple Klalam vit le long de la rivière Elwha, du côté de Seattle, au nord des États-Unis. Le fleuve Elwha est plutôt un petit fleuve. Il fait 72 km de long et son bassin versant 800 km². C'est pas énorme. C'est à peu près grand comme la sienne, mon petit bassin versant natal. Mais par contre, c'est une rivière dans laquelle il y avait énormément de saumons. Et les Klalam, donc, sont un peuple amérindien animiste qui a fait du saumon sa figure tutélaire depuis des milliers d'années. Donc il y a des totems avec en haut des totems des saumons. Et c'était aussi, bien entendu, des grands pêcheurs, et ça veut dire que du coup, ils avaient un rapport avec les saumons qui était à la fois nutritif et spirituel. Ils avaient une manière de vivre avec les saumons, aussi en les mangeant, mais de vivre avec eux et évoluer avec eux, tout à fait intéressante. Et puis, vous le savez très bien, les États-Unis, enfin l'Amérique, l'île Tortue, comme disaient les Amérindiens, a été colonisée, est devenue l'Amérique. Et c'est passé, par exemple, en 1911, ce fait que 2 barrages ont été construits en bas de la rivière pour faciliter le commerce de la foresterie, c'est-à-dire on va couper des forêts pour avoir des troncs d'arbres, et faire des papeteries et d'électricité. Et la construction de ces 2 barrages en 1911 s'est faite à l'encontre du traité qui avait été signé entre les Amérindiens et les colons. Alors qu'avant la construction de ces barrages, on estimait qu'il y avait plus de 400 000 saumons qui empruntaient la rivière pour y pondre chaque année, il n'en restait en 2011 plus que 4 000. Ouais, ça n'allait pas très fort. Et entre 2012 et 2014, ces Amérindiens ont eu la bonne nouvelle suivante: les 2 barrages ont été démantelés. C'était une revendication qu'ils avaient depuis très longtemps, depuis que les barrages avaient été construits, mais ils ont un peu hurlé dans le désert pendant des décennies. Quelques naturalistes, scientifiques, écologues, bien sûr, les écoutaient et étaient d'accord avec ce qu'ils racontaient, notamment le fait qu'en fait la rivière était en train de mourir, puisque c'était les saumons qui étaient la condition sine qua non de la vie si riche de cette rivière. Rivière qui, par ailleurs, fait partie de leur famille pour ces peuples animistes. Ils ont un rapport avec le fleuve qui est bien différent de celui qu'on peut avoir nous. Et ce qui s'est passé, qui est assez intéressant, c'est qu'à un moment, la gouverneure de l'État de Seattle
a décidé d'organiser une sorte de convention citoyenne et de demander à 30 personnes tirées au sort dans la communauté de communes autour de ces deux barrages de se réunir et de décider s'il fallait les démanteler ou non. Donc c'est des barrages qui avaient été construits en 1911, donc un siècle avant, donc ils commençaient aussi à être vétustes. Et donc au départ, la majorité des personnes de cette convention citoyenne américaine et américain lambda, mais comme vous et moi on aurait pu être tirés au sort, avaient plutôt tendance à majorité à dire qu'il fallait garder ces barrages. Et puis, comme pour la Convention citoyenne pour le climat, on leur a fait rencontrer plein de gens, des scientifiques, des experts, des militants, les gens qui bossaient dans la papeterie, aussi les Amérindiens. Et puis, après 1 an et demi de discussion, de réflexion, ils ont décidé à l'unanimité que oui, en effet, il fallait les démanteler, ces barrages. Ce qui donc a été fait. Et depuis 2014, c'est toujours ça qui est fascinant, la vie a repris comme on ne pouvait même pas s'y attendre. Et aujourd'hui, donc 2014, on est 10 ans après, les saumons, qui n'étaient plus que 4000, sont revenus par dizaines de milliers. Et selon les courbes actuelles, les scientifiques espèrent que le nombre de saumons atteindra 300 000 adultes par an d'ici 15 à 20 ans. C'était 400 000 avant les barrages et on reviendra presque à 300 000 saumons d'ici 15 à 20 ans si tout se passe bien. Deuxième exemple, celui des clamates. Donc les clamates vivent le long du fleuve Klamath, qui lui est à cheval sur la Californie et l'Oregon, donc beaucoup plus au sud. Et là, c'est une rivière qui fait 400 km de long, donc qui est nettement plus grande, à peu près la moitié du bassin versant du Rhône. Et c'est une rivière qui est très particulière parce que c'est une des seules rivières de l'ouest des États-Unis dans laquelle vivent les 5 sous-espèces de saumon qui sont présents dans le Pacifique. Les clamates, eux, vivent dans ce bassin versant depuis 6 ou 7 000 ans. Et un peu du même ordre, à partir de 1820, on crée des réserves indiennes et on se lance dans l'extractivisme, donc notamment la ruée vers l'or, donc des mines d'or. Et puis début 20e, on construit de nombreux grands barrages, là pas deux, une bonne dizaine, principalement pour l'agriculture à irrigation massive. Et donc, exactement de la même manière, les populations de saumon sont en chute libre. Les Amérindiens en question, accompagnés de celles et ceux qui veulent bien les accompagner, demandent la suppression de ces barrages. Et donc, enfin, a été décidé l'année dernière que cette année et l'année prochaine, donc là c'est en cours, en 2023-2024, 4 des 10 barrages vont être démantelés sur le cours de la rivière Klamath, et c'est le plus grand projet de démantèlement de barrages de l'histoire des États-Unis. Tout ça pour les saumons. Là où c'est intéressant, c'est que, par ailleurs, les barrages ne sont pas un problème que pour les saumons. Les barrages, ils arrêtent aussi l'apport sédimentaire dans les estuaires, ils empêchent la circulation des graines de l'amont vers l'aval. Il y a tout un tas de problèmes autres que juste les saumons dans la vie des rivières. Imaginez-vous bien, une rivière, si on disait que le saumon, c'était le fait de se déplacer sa liberté, la rivière, c'est bien le fait de couler sa liberté. Donc si on l'empêche de couler, forcément, ça la modifie dans son être. Ça entraîne plein de problématiques. Et dernière chose que je voulais aborder à ce sujet-là, il est déjà 19h, donc je vais même avancer, vous savez quoi. Je ne vous dirai pas tout ce que je voulais vous raconter, c'est pas très grave. Mais je voulais quand même invoquer du coup très rapidement, j'avance un petit peu plus vite que prévu, mais ça ne nous fait pas rater grand-chose, le fait que du coup, sur la côte ouest des États-Unis, c'est aussi à cet endroit-là qu'un mouvement qui, moi, me tient beaucoup à cœur s'est créé dans les années 70, c'est le biorégionalisme. Et le biorégionalisme, c'est un mouvement qui vient de la contre-culture américaine et qui propose de réhabiter les territoires de l'ouest de l'île Tortue, donc non plus l'Amérique, parce que c'est pas la peine de l'appeler l'Amérique, appelons-la l'île Tortue directement, comme le faisaient les Amérindiens avant. Sur la côte ouest de l'île Tortue, tout un réseau de collectifs, de personnes, mais ils étaient quand même plusieurs milliers, ont proposé de se réorganiser non plus depuis les frontières administratives héritées, des départements, des régions, des États, mais plutôt depuis des frontières naturelles, des chaînes de montagnes, des massifs forestiers, des bassins versants. Et en disant que probablement qu'en se réorganisant autour d'autres frontières, des frontières biologiques, logiques pour le vivant, ça nous aiderait peut-être à faire une société un peu plus juste, plus écocentrée. Et je vais juste vous lire un petit passage rapide d'un texte de Gary Snyder, qui est un des grands poètes américains et poète biorégionaliste, qui écrivait en 1992, dans un texte qui s'appelle « Accéder au bassin versant », il écrivait «
Le bassin versant ne répond pas à la dichotomie ordonnée-désordonnée, car ses formes sont libres, mais d'une certaine manière inévitables. La vie qui se développe à l'intérieur du bassin versant constitue la première forme de communauté. Le programme d'un conseil de bassin versant commence de manière modeste. Essayons de réhabiliter notre rivière de telle manière que le saumon sauvage puisse s'y reproduire de nouveau. En essayant de compléter ce programme, une communauté est susceptible de devoir lutter contre l'industrie forestière commerciale en amont, l'accaparement de l'eau pour sa vente en aval, la pêche au filet taïwanaise au large dans le Pacifique Nord, et toute une série d'autres menaces nationales et internationales pour la santé du saumon. Si une foule de gens se joint à l'effort, des gens de l'industrie forestière et du tourisme, des ranchers et des paysans bien établis, des retraités qui pêchent à la mouche, des entreprises et les nouveaux arrivants qui vivent dans les forêts, quelque chose pourrait en sortir. Mais si cet accord commun était imposé d'en haut, ça n'irait nulle part. Seul un engagement populaire sur le long terme, pour préserver le territoire, peut apporter la stabilité politique et sociale nécessaire à la conservation de la richesse biologique de nos régions californiennes. Je voulais vous parler un petit peu, mais du coup je vais sauter ce passage-là pour laisser un peu la parole à des questions, tant pis. Je voulais vous parler rapidement d'un abri sous roche en Dordogne, sur lequel il y a une sculpture de saumon qui a 25 000 ans. Vous irez vous renseigner sur l'abri du poisson. Il y a une très belle fiche Wikipédia, tout simplement. Et c'était juste pour vous dire que c'était une sorte de retour à la grotte, puisqu'on parle quand même de philosophie, et qu'avant Platon, il y avait déjà des saumons. Et donc pour conclure, puisque... en fait, c'est bien que j'en ai parlé parce que ce que je voulais dire, c'était un peu ça. C'est s'il y a 25 000 ans, les êtres humains étaient déjà en train de faire des sculptures de saumon dans leurs abris sous roche au-dessus des rivières, ça nous pose aussi une vraie question sur ce que c'est que la philosophie. La philosophie, si on la prend dans son sens étymologique, c'est l'amour de la sagesse. Et probablement que ces communautés humaines d'il y a 25 000 ans, qui vivaient là où on vit aujourd'hui, avaient beaucoup d'amour et beaucoup de sagesse, si elles étaient capables de faire ces sculptures qu'elles dédiaient au saumon. Et par ailleurs, je l'ai dit, le saumon est une espèce qui ne va pas si bien que ça. On sait qu'on est aujourd'hui embarqué dans la 6e extinction, et que ce sont nos modes de vie, la manière dont on vit, qui empêchent des tas d'autres êtres vivants de vivre et de survivre de façon libre, en tout cas comme ils et elles l'entendent, si jamais le mot liberté nous gêne. Mais là où ça m'intéresse, c'est que du coup, probablement que collectivement, nous ne sommes pas en train de favoriser la liberté de toutes et tous, d'autant plus si on essaye d'élargir ce toutes et tous au-delà de l'humain. Et que donc nous ne sommes clairement pas libertaires. Et si nous ne le sommes pas, et que nous nous considérons comme des êtres libres, et que nous sommes capables de voir un peu de liberté chez les autres, alors peut-être que nous avons une responsabilité forte, à assurer le maintien et le déploiement de la liberté de la façon la plus large et la plus interespèce possible. Et peut-être en retour seulement, en serions-nous un peu plus libres nous-mêmes. Pour finir et en guise d'ouverture, je voulais vous lire un poème de Serge P, P-E-Y, qui a été écrit en 2010 et qui s'appelle « Le saumon est un poisson révolutionnaire ». Que le mouvement qui unit un saumon et une cascade devienne un des éléments théoriques de la lutte du mouvement dans une praxis de la libération. Que la violence d'une cascade est une métaphore physique de la société générale de l'oppression. Qu'un saumon qui remonte une cascade illustre le défi du mouvement de libération contre la société globale de l'oppression. Que la disproportion qui existe entre le poids fini d'un saumon et le poids infini d'une cascade est similaire à celle qui sépare un mouvement de libération et la société globale de l'oppression. Que le saumon est un poisson révolutionnaire. Qu'un saumon et une cascade incarnent deux moments d'une même contradiction. Que le possible, le saumon, et l'impossible, la cascade,
incarne les deux termes de la résolution de cette contradiction. Que la question de comment dépasser ce qui pèse 1 million de fois plus que nous-mêmes, ou comment vaincre un État moderne organisé pour la répression, trouve sa réponse dans la relation entre une cascade et un poisson. Merci. Il est 19h05, alors je ne sais pas s'il y a un peu de temps pour les questions et les remarques. J'ai finalement beaucoup parlé. J'espère que c'était pas trop long. Peut-être si quelqu'un a envie de prendre la parole, n'hésitez pas. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut faire maître ou maîtresse du temps et nous dire combien de temps nous avons pour des remarques et des questions, ça peut être cool. Je voudrais juste savoir combien de temps on a pour les questions, si vous pouvez nous dire. 10-15 minutes? Ok, très bien. Et du coup, il n'y a qu'un seul micro ou il y en a un autre? Non, on fait tourner celui-là? Ouais, ok. Oui, alors, bon, moi, ce saumon qui est libre, il est libre dans une relative dépendance organique et organisée qui le contraint. Moi, j'aimerais que l'homme soit plus libre et que peut-être, s'il pouvait réfléchir, si l'esprit humain, peut-être, serait une progression. C'est-à-dire, quand vous avez dit que les espèces, en se croisant, ne se sont pas forcément combattues pour la plus forte, mais ont évolué. C'est-à-dire, est-ce que notre esprit, le fait qu'on soit parlant et pensant, et qu'on ait pu construire des tas de trucs bizarres, est-ce que si on se considère comme étant des animaux extrêmement sophistiqués, est-ce que justement notre stade d'évolution serait pas d'arriver, nous, à se modifier, par exemple avec vous, votre très bel exposé, pour comprendre mieux la nature, l'aider à exister, pas forcément comme un déterminisme, mais essayer de s'harmoniser entre un côté, disons, plus spirituel et un côté plus harmonieux. Un truc comme ça pourrait se développer. Il n'y a qu'un seul micro, donc on fait des tours de passe-passe. Ouais. Ah, ou je prends celui-là sinon. On va faire le modérateur puisqu'il n'y en a pas. Comme il va y avoir ensuite une conférence et qu'on a un temps limité, est-ce que vous accepteriez qu'on prenne plusieurs questions et ensuite de répondre aux questions qui vous ont été posées? C'est pas un problème pour vous? Bon, donc ça va permettre de prendre des questions suivantes s'il y en a. Il devrait y en avoir. Ou alors sinon vous répondez tout de suite à madame. Pas de questions? Bon, monsieur a levé le doigt. Je vous ai dire une citation de Stendhal, c'est-à-dire la liberté. Pour avoir la liberté, faut avoir, il n'y a que des degrés de liberté que l'audace a vaincu sur la peur. Quand les femmes, elles ont commencé à sortir, à voter, tout ça, elles ont eu de l'audace, voilà. Et où c'est aujourd'hui, où est l'audace? Moi, je me le demande. Les gens, j'ai l'impression que ça aujourd'hui, les gens, c'est des larves humaines, des gens qui suivent. Moi, j'ai été élevé dans j'étais passé 3 mois par an dans une famille communiste. Je sais ce que c'est que le clonage reproductif. Excusez-moi s'il y a des communistes ici. Bon, j'ai rien. Après, il y a aussi que vous dites que les migrations amènent la stabilité, tout ça, et les échanges amènent plus que les guerres. Rappelez-vous les Anglais qu'on a fait 100 ans de guerre contre eux parce qu'ils venaient se balader en France et l'Algérie et tout ça. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas tendance à dire que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, comme dans le film là, Et ça m'énerve un peu. Alors je vais vous laisser à votre énervement et vous essayez de calmer cet énervement, même si la question sur les femmes me semble assez éloignée de la problématique du saumon. Il y avait des doigts qui s'étaient levés. Non, j'en ai vu, j'ai cru en voir. Moi, une question un peu plus terre à terre, ce qui m'interroge, c'est la proportion de saumon d'élevage par rapport au saumon libre. Et là, le mot qui me viendra à l'esprit, c'est la notion de totalitarisme vis-à-vis de, justement, l'espèce animale. Alors, je peux vous dire, il en parlait, excusez-moi,
c'est pas une réponse, mais j'en parlais avant le début de la conférence. Il se trouve que cet été j'étais en Norvège et j'ai visité de ces fermes piscicoles, et ce n'est pas le terme, je dirais, de totalitaire qui conviendrait, c'est un univers concentrationnaire, dans ce qu'il a de pire. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est. D'autres questions. Mais après, vous les prenez. Eh bien, vous avez déjà... Merci pour la modération. Pour ce qui est de la question de l'énervement légitime, je la laisse de côté. Tant mieux si mes propos vous ont énervé, au moins vous avez réagi, c'est déjà ça. Vous avez fait preuve de liberté, félicitations. Alors, la question sur le rôle des êtres humains au milieu de tout ça est une question bien épineuse, on est tout à fait d'accord. Donc je n'ai pas du tout la prétention de pouvoir bien y répondre. Par contre, ça me soulève deux idées. La première, c'est que nous, en tant qu'occidentaux modernes, avons probablement des tas de choses à déconstruire pour retrouver des manières de vivre qui soient harmonieuses, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas en meilleure adéquation avec les vies qui nous entourent. Mais de ce point de vue-là, je ne sais pas si c'est la preuve que nous sommes l'espèce la plus évoluée, quoi. Par contre, pour renverser aussi la question, une chose qui est indéniable, c'est qu'il y a des tas d'êtres humains qui vivent de façon tout à fait correcte avec leur milieu de vie, et ce sont l'ensemble des peuples autochtones, et aujourd'hui encore vivants, mais depuis la nuit des temps. Et chez nous, en France, en Europe, avant les enclosures, avant le XIIe siècle, probablement que c'était aussi un peu comme ça. Parce que la question qu'il y a derrière, finalement, c'est la question de la subsistance. C'est qu'à partir du moment où notre survie dépend directement du milieu dans lequel on vit, bah, si on le détruit, on meurt. Et si on le détruit pour les générations d'après, eh ben, nos enfants meurent. Donc en fait, on ne le fait pas. On s'auto-limite. Et la liberté, c'est aussi s'auto-limiter, me semble-t-il. Il paraît qu'elle s'arrête là où commence celle des autres, ou un truc comme ça. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est tout à fait vrai, mais il y a un truc de cet ordre-là, en tout cas, on touche du doigt quelque chose. Et ça, du coup, ça amène à l'autre question, qui est celle, alors, on peut parler de totalitarisme ou de logique concentrationnaire, et c'est peut-être intéressant de rassembler les deux pour l'occasion, même si on ne le fait pas forcément à chaque fois. Ce qu'il y a derrière ça, me semble-t-il, c'est ce qu'on appelle la société industrielle. Et ça, il faut la regarder en face. De la même manière, savez-vous quelle est l'espèce animale sur Terre qui a le plus grand nombre de représentantes et de représentants? Nous ne sommes que 7 petits milliards. Ce sont les poulets. Oui, ce sont les poulets, oui. Tous ceux qui sont dans tous les abattoirs de partout sur la planète et qu'on élève en batterie, voilà, exactement. Et donc là aussi, il me semble que, alors bon, là on est sur des trucs très gros, c'est-à-dire que comment arrêter la société industrielle, je vais reprendre une heure pour essayer de vous en causer, mais je ne crois pas avoir plus de réponses que vous. Mais en tout cas, là où je pense que c'est vraiment important, et du coup j'en reviens aussi à Murray Bookchin et un autre livre qui est vraiment important pour nous aux éditions Wild Project, qui est d'ailleurs le premier livre que nous avions publié il y a 15 ans, republié en l'occurrence, c'est Printemps silencieux de Rachel Carson. Donc Rachel Carson, qui est une grande biologiste américaine, et qui en 1962 a écrit ce livre, Printemps silencieux, où elle documente l'utilisation des pesticides, qui sont la réutilisation des produits de la Seconde Guerre mondiale pour mettre dans les champs. Donc elle a dénoncé ça dès la fin des années 50, livre publié en 62. Et cette logique de la mort, ce que Rachel Carson appelle le biocide, elle dit finalement, en fait, à partir du moment où on reprend ce qu'on a utilisé pour faire la guerre, qu'on le met dans nos champs pour faire pousser des légumes, et que tout meurt à part les légumes qu'on fait pousser, parce qu'on a fait en sorte qu'ils ne meurent pas à cause de ça, on les a modifiés pour ça, ça c'est un biocide. Ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de tuer le vivant. Mais nous en faisons partie aussi. Et ce qu'elle documente, c'est que au fur et à mesure de l'avancée de cette société industrielle, nos corps ne sont pas en meilleur état.
et nos têtes non plus, me semble-t-il, quand je regarde mes congénères. Non, je rigole. Mais non, mais voilà, en tout cas, je pense qu'il y a quelque chose dans ça, sur la question du soin aussi, et c'était un peu le truc de la fable, mais c'est la question de l'effet boomerang, quoi, ou de l'effet papillon. C'est que la manière qu'on a de vivre, par répercussion, probablement, nous transforme aussi en retour. Merci, il y a peut-être d'autres questions. J'en aurais eu une, mais elle restera à l'état de question. Je me demandais si il n'y avait pas d'espèce de tour de passe-passe et de glissement entre deux formes de liberté. La liberté du saumon, à laquelle s'opposent évidemment tous les obstacles qui sont créés par les êtres humains, les barrages et autres... et quelque chose qui serait de la liberté du saumon par rapport à ce que l'on peut penser comme étant une prédétermination, un instinct ou tout ce que on veut employer comme mot. Mais on n'a pas le temps de s'y attarder. Je voudrais vous remercier infiniment. C'était à la fois riche, poétique, extrêmement sympathique. Il y a ici quelqu'un qui vit à Vancouver et qui connaît bien la question du saumon. Je crois qu'on n'a pas le temps, malheureusement, de faire une vraie pause. Il faut enchaîner. Et moi, j'ai maintenant envie, véritablement, d'entendre la piraterie du vivant. Merci à toi.